sortir de nombreuses affaires, notamment autour de Sarkozy, et aussi l'affaire Cahuzac. Donc, dans son bouquin, il reprend toutes ces affaires de manière chronologique. Voilà, donc en expliquant, en analysant un peu les tenants et aboutissants. Le livre se lit comme vraiment à peu près comme un roman, quoi. C'est assez agréable, c'est une écriture assez vive. Et bon, c'est assez écœurant. On a vraiment un best-of. On a un best-of. C'est vivement écœuré. Oui, parce qu'en fait, il faut expliquer que c'est une synthèse en fait, de précédents livres. Mediapart a enquêté sur chaque affaire indépendamment. Et là, c'est une sorte de best-of, de pot pourri, de tout ce qu'on peut trouver. Mais on tape à droite et à gauche, parce qu'il y a aussi Cahuzac qui est dans l'affaire. Hein, donc du coup, il n'y a pas de... On a même eu aussi, j'ai beaucoup aimé le passage sur la FFF, la Fédération Française de Football, qui est un peu au milieu du livre. Une sorte d'incise comme ça. Et on reparle de l'affaire de Laurent Blanc. Et de, vous savez, c'est cet enregistrement qui avait été fait par un délégué, je pense issu d'immigration, plus son nom, qui avait enregistré à l'insu de tout le monde la plénière de la FFF où il revenait sur les quotas. Et il fallait arrêter d'avoir des blacks forts puissants et avoir des petits blancs plus vifs. Voilà. Donc c'est pas de la corruption. Mais faut que vous en parlerez, mais ça, ouais, exactement, voilà. Ça va dans le sens du truc. Donc c'est un peu la mi-temps du bouquin. Ça pour ceux qui suivent le foot, moi j'en fais pas vraiment partie, mais l'affaire Willy Sagnol, est-ce que Willy Sagnol a dit c'est une sorte d'intensité dans ce sport qui est quand même le miroir social numéro 1 de notre pays. C'est pas que des critères de performance, c'est plus que ça du football. Et cette impensée-là, dans cette démoralisation de la place publique et de la France, je trouve inquiétante. Mais j'ai voulu le mettre précisément parce que ça ne parle pas d'argent, mais ça parle d'une corruption de l'esprit, je trouve. Et c'est aussi important. Voilà. Et c'est souvent ceux qui... D'ailleurs, si... on commence à... On est parti là. Mais si on prend l'exemple d'Éric Zemmour, hein, qui avait en son temps défendu les quotas, en disant pourquoi, et puis c'est vrai... les blacks sont intrinsèquement plus puissants, les blancs plus malins. Enfin, voilà, on était dans une espèce de... discrimination. On était dans une espèce d'impensée assez terrible. C'était drôle de voir que l'un des premiers livres d'Éric Zemmour était un livre pour défendre la corruption politique financière, hein, contre la République des juges, contre... Donc il y a des passerelles, y compris, je trouve, intellectuelles et culturelles sur ce type. Et c'est pour ça que ça me tenait très à cœur de mettre ce chapitre qui, pour certains, peut paraître un peu hors sol par rapport au reste du livre, mais je trouve pas tant que ça. On en discutera. C'est une description de votre père en train de fracasser de soulever la table familiale. Oui, parce qu'il y a Laurent Blanc, qui est ma vraie idole. Quand je jouais au foot, j'étais libéraux. Donc je raconte un peu le rapport étrange qu'on peut avoir parfois dans notre profession à se colter avec ce qui sont parfois nos idoles. Voilà. Et donc c'était étrange d'être dans ce rapport-là avec Laurent Blanc. Et je raconte en effet de manière un peu intime le match, vous en souvenez, France-Paraguay en 98 et le but de Laurent Blanc. Alors peut-être vous pouvez rappeler votre parcours, d'où vous venez en gros. D'où je viens et d'où je pars. Ouais. Moi, donc ça fait 15 ans que je fais ce métier de journaliste. J'ai eu la chance, de dire un peu de manière provocante, de ne pas avoir fait d'études. Je n'ai pas de diplôme si ce n'est le baccalauréat, un baccalauréat économique et social, parce que c'était la section où il y avait autant de filles que de garçons. En littéraire, il y avait trop de filles, en maths, il y avait trop de garçons. Et après, j'ai commencé dans un journal en 99, qui est brièvement décédé depuis, en 2017, qui s'appelait Lyon-Figaro, qui était le supplément quotidien du Figaro à Lyon, qui était le dernier survivant d'une tentative de la presse régionale, et surtout à Lyon, qui a été un peu un laboratoire où on avait connu Lyon-Libération, Le Monde-Rhône-Alpes, Lyon-Figaro, tout. Rien de tout ça n'a marché. Et j'ai commencé dans le journalisme culturel, en fait. Voilà, j'ai été payé pour me donner mon avis sur des disques et des concerts que j'allais voir, parce que j'étais musicien frustré et pas assez talentueux pour faire ce métier-là. Et le chroniqueur judiciaire de Lyon-Figaro, qui est un peu l'image d'Épinal que tout le monde peut avoir, chroniqueur judiciaire, ventripotent, veste à carreaux, moustache, pipe, parti à la retraite. J'ai sauté sur l'occasion pour le remplacer. C'est comme ça que je suis rentré dans ce qu'on appelle les informations générales, et que j'ai commencé à prendre ce plaisir-là d'abord de découvrir ce qui est
celui de la justice, de la police et de ce qu'il révèle, et de ne pas me satisfaire, quand je dis chronique judiciaire, c'était pas très éloigné d'ailleurs du travail culturel, puisque c'était la chronique des procès. Alors, je ne sais pas si certains ont assisté à des procès ou pire, ont été à partir dans des procès, mais c'est un vrai théâtre. C'est organisé d'ailleurs, c'est quasiment une scène théâtrale, mais très vite, en fait, j'en avais marre de raconter les histoires telles qu'elles aboutissaient devant la chose judiciaire et devant les tribunaux. Et m'intéresser en me disant que le journaliste doit avoir une autonomie intellectuelle face aux événements, choisir ses sujets et faire ses enquêtes aussi. On n'est pas, moi même pas un peu par orgueil, je ne confie pas mon cerveau aux autres policiers, aux magistrats, même si ce qu'ils font, bien sûr, m'intéresse. Ou d'autres, les policiers, ou les syndicalistes, les chefs d'entreprise, peu importe. Mais qu'on a une capacité à pouvoir enquêter soi-même sur les faits, les trouver, et parfois nos informations ont des conséquences pénales, politiques, législatives, institutionnelles, peu importe. Donc localement, à Lyon, après j'ai travaillé un peu pour tout le monde, à la fois pour la presse locale, et participé à la création d'un journal à Lyon, ou fait de la correspondance, que ce soit pour Le Parisien, un peu Libération et Le Monde, Le Canard enchaîné, l'AFP. Et en 2008, donc 2 mois avant le lancement de Mediapart, j'ai intégré cette histoire un peu particulière. Et donc ça fait 7 ans. Et donc, peut-être que chacun connaît un peu Mediapart, où nous avons décidé un peu de nous créer en se donnant, en essayant, au départ, je ne pensais pas que ça marcherait comme ça, de se donner les moyens de notre obsession. Voilà. Les moyens de notre obsession, c'est la défense d'un journalisme indépendant qui marche sur 2 jambes qui sont l'indépendance économique. Voilà, le journal appartient capitalistiquement à ses fondateurs, à la rédaction en majorité, une sérénité capitalistique, pas de publicité, donc pas de fil à la patte lié à des logiques publicitaires qui ont des conséquences sur la fabrique de l'information, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à la logique de l'audimat, de l'audience. C'est ce que vous avez expliqué au Saint-Exupéry pour 21. Exactement, c'est exactement la même chose. Paris, qui a été traité de fou à l'époque par la presse classique. Mais alors Patrick a tout à fait raison, 21 c'est le même modèle, là où nous défendons plus une forme d'agressivité journalistique dans l'enquête, Patrick avec 21 et dans le reportage, et ça marche, et ça gagne beaucoup d'argent, donc même pour les cyniques, l'indépendance commercialement c'est rentable. Bon. Mais c'est vrai que quand on s'était lancé, on s'était retrouvé face à une espèce de discours dominant voulant que Internet était un dogme en soi et que l'information devait être gratuite sur Internet. Il y en a un qui a incarné ça très bien, qui est un très bon client de Mediapart, qui s'appelle Alain Minc, qui avait dit sur France Info, vous retrouvez la vidéo parce que c'était filmé, il avait dit le jour du lancement de Mediapart, ils n'ont rien compris, ça ne marchera jamais, l'information sur Internet ne peut être que gratuite. Donc nous en avions fait un petit spot publicitaire en mettant cet extrait, puis on avait terminé en disant cet homme s'est toujours trompé, abonnez-vous. Voilà, oui, c'est la boussole qui monte le sud. Et donc ça, c'est l'indépendance économique. C'est ce que je disais tout à l'heure, se donner les moyens de ses obsessions, et puis l'indépendance éditoriale. Alors ça, l'indépendance éditoriale, c'est un peu comme l'amour, quoi. Ça se prouve, quoi. Ça ne se décrète pas, quoi. Et donc, voilà, en créant cet écosystème très orthodoxe, en tout cas très radical, sur la pratique du journalisme tel qu'on le conçoit, on a, au fil des ans, sorti un certain nombre d'affaires sur lesquelles j'écris ici, parce que ce sont celles que j'ai sorties avec d'autres personnellement, mais il y en a une, par exemple, qui est très absente, mais qui est l'affaire Tapi, qui est l'une des premières affaires révélées par Mediapart par Laurent Mauduit, en défendant à chaque fois, c'est quelque chose de très transversal dans l'histoire du journal, ce qu'on a appelé entre nous le journalisme d'initiative. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'autonomie que les journalistes doivent avoir face aux événements, de ne pas être en quelque sorte les espèces de relais plus ou moins complaisants, les accoucheurs de la parole de ceux qui ont déjà la puissance de la communication, qu'ils soient politiques, chefs d'entreprise, mais aussi syndicalistes, peu importe. Encore une fois, le journaliste, je crois, a un vrai rôle à jouer dans la société, qui est un rôle d'intranquillité, au bon sens du terme, de nous questionner tous, y compris nous-mêmes, sur nos convictions, sur les miennes, sur la marche des institutions, de la République, de la démocratie, appelons ça tout comme on veut. Et ce journalisme d'initiative dans le domaine des affaires, qui n'est qu'un domaine dans Mediapart, et puis les affaires, ça veut tout rien dire, on en parlera
si vous voulez, c'est incarné dans le fait que si l'on prend l'affaire Tapi ou celle qu'il y a dans le livre, Karachi, Bettencourt, Kadhafi, Takieline, Cahuzac, toutes ont été des récits journalistiques avant d'être des affaires judiciaires. À chaque fois, hein, c'est-à-dire que... et ça, je trouve que c'est capital. C'est-à-dire qu'il y a un travers dans la presse française qui voudrait que l'on doive considérer que le journalisme dit d'investigation, dans lequel je ne me reconnais absolument pas, je ne sais pas ce que ce terme veut dire, et je le prends même pour un terme assez hypocrite, voire dangereux par rapport à la profession, qui voudrait que ce journalisme-là soit en fait le journalisme de la chronique des dossiers d'instruction, de ce qu'il y a dans les dossiers judiciaires, ce que certains appellent le journalisme de PV. Voilà. Alors, je ne vais pas faire la fine bouche. Bien sûr, dans les dossiers d'instruction, il y a des choses qui m'intéressent et je ne vais pas faire comme les trois singes, faire semblant qu'il n'y ait pas des choses qui peuvent alimenter nos enquêtes dans les dossiers. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but du tout, parce que, encore une fois, une information peut avoir une destinée pénale, mais le monde ne se divise pas entre ce qui est légal et illégal. Ce n'est pas à nous, journalistes, de définir judiciairement ce qu'est une information. Ni moralement d'ailleurs. Après ça appartient au débat public, à la conversation que les lecteurs et que tout le monde peut avoir par rapport aux informations qui sont révélées. Et donc moi j'ai fait ce livre au bout de 7 ans parce que j'ai voulu, y compris, peut-être si ce n'est d'abord pour moi-même, appuyer sur le bouton pause un peu de mon métier, d'essayer très modestement de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on appelle les affaires qui, je trouve, ont trop souvent donnent le sentiment d'être des espèces de faits divers financiers spectaculaires avec des gens connus qui tombent, qui tombent pas, qui font l'ouverture du journal de 20h ou des matinales. Puis ces faits divers quittent, comme n'importe quel fait divers, l'espace public aussi vite qu'ils sont arrivés. Et pourtant, en me baladant comme ça dans la coulisse de ces histoires parfois très saumâtres, j'ai découvert que ces affaires en disaient bien plus que sur les faits ou les personnalités elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est comme quand vous construisez une voiture, avant de la mettre sur le marché, vous faites des crash tests. C'est-à-dire que vous prenez la voiture puis vous l'envoyez contre un mur pour voir si la carrosserie est solide ou pas. Pour moi, les affaires, c'est exactement ça. Ce sont des crash tests démocratiques qui nous permettent de tester la carrosserie de nos institutions, de notre monde politique, de nous-mêmes, y compris culturellement, judiciairement. Et en l'occurrence, la carrosserie n'est pas solide du tout. J'en viens à la conclusion, en quelque sorte. Et pour y arriver, j'ai essayé de convoquer la sociologie, la littérature, un peu la philosophie. Il y a deux auteurs en particulier qui me prennent par la main et qui traversent un peu tout le livre, qui sont Guy Debord et George Orwell, et d'autres. Mais pour essayer de démontrer en quelque sorte cela, que le problème n'est pas tant que la corruption existe. Je veux dire, depuis Cicéron, à peu près, on sait qu'il y aura un corrompu, un corrupteur. Il ne s'agit pas, de ce point de vue-là, de changer l'âme humaine ou d'avoir une volonté purificatrice ou morale par rapport à ça. Le problème, quitte à choquer, mais n'est pas non plus qu'évidemment que des gens révèlent la corruption des journalistes, par exemple. Le problème, c'est qu'une fois que les informations sont là, que les faits sont là, c'est notre incapacité, notre insuffisance politique, institutionnelle, culturelle, judiciaire à y répondre vraiment. À y répondre comme si c'était un enjeu politique majeur. De la même manière que la lutte contre le chômage ou la lutte contre les déficits. Et d'ailleurs, c'est parfois très lié. Le déficit public et la corruption et la fraude fiscale ne sont pas comment dire, dans deux pièces closes distinctes. Il y a des passerelles énormes entre les deux. Et je crois que c'est cette incapacité-là française, mais il y a des démocraties qui, de ce point de vue-là, sont plus matures que nous, plus adultes que nous vis-à-vis de ça, si l'on considère, comme le dit d'ailleurs les Nations Unies, que la corruption, d'abord c'est une criminalité financière, mais qui est une sorte d'assassinat contre l'idée même de société organisée. C'est vraiment le contrat social qui est mis à mal. Et donc la facture que nous payons, nous citoyens, est énorme, extrêmement lourde, une facture symbolique, mais très importante, qui est la fatigue démocratique, c'est-à-dire ce sentiment terrible que ceux qui nous gouvernent en notre nom sont un peu au-dessus des lois qu'ils sont censés respecter, que nous n'avons pas